Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle explication linéaire extraite des Fleurs du Mal dans le parcours Alchimie poétique, la boue et l'or. Et on commence donc avec les éléments d'introduction. Premièrement, donc ce parcours poétique, Alchimie poétique, la boue et l'or, qui met en antithèse deux thèmes, boue et or, qui est le projet d'écriture des Fleurs du Mal. Je vous rappelle que ce parcours poétique vient d'une phrase extraite de l'appendice des Fleurs du Mal dans lequel Baudelaire dit « Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or ». Il dit également dans certains poèmes « Tu m'as donné de l'or et j'en ai fait du fer ». Tu m'as donné le paradis, je l'ai transformé en enfer. Donc on retrouve bien cette histoire d'antithèse entre boue et or. Également, c'est l'opposition entre le thème bas de certains sujets des Fleurs du Mal, comme par exemple une charogne, et le génie littéraire de Baudelaire qui rend ces sujets bas, ces sujets vulgaires, en des sujets éminemment poétiques. Donc on a Baudelaire, ce poète du XIXe siècle, très connu, certainement un des poètes les plus connus de sa génération et du XIXe. Il est né en 1821, il est mort en 1867 et on le connaît pour avoir eu une vie dissolue, faite d'alcool et de drogue notamment. C'est un poète de la modernité, inscrit dans le mouvement du symbolisme et un poète qui est profondément ancré dans Paris. On sait qu'il a fait un voyage qui l'a d'ailleurs particulièrement marqué, duquel il a ressorti énormément de poèmes autour de l'exotisme, mais ça reste un poète complètement ancré dans la vie parisienne. Son œuvre principale, Les Fleurs du Mal, donc, est un recueil de poésie qui est divisé en 6 sections, qui a été publié une première fois en 1857 et qui, suite à un procès pour atteinte aux bonnes mœurs, car certains sujets évoqués dans Les Fleurs du Mal pouvaient choquer à l'époque, a été réédité en 1861 avec un remaniement de poèmes et l'ajout d'une section notamment. La section qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est Tableaux parisiens. Cette section est une section qui s'inscrit donc dans le thème de Paris, dans laquelle Baudelaire va évoquer les personnages de Paris, donc les petites vieilles, les vieillards, et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les aveugles. Alors, ce poème, Les aveugles, est un sonnet irrégulier. Alors pourquoi irrégulier? Car les rimes des quatrains ne se correspondent pas. Il est cependant en alexandrin et le nombre de vers, 14 vers, est respecté, 2 quatrains, 2 tercets bien sûr. Et le thème principal est donc les aveugles. La problématique que nous étudierons est donc comment Baudelaire dans ce poème évoque-t-il sa place dans la société à travers deux mouvements, les 2 quatrains d'un côté, les 2 tercets de l'autre. Donc les 2 quatrains, on évoquera la description des aveugles et comment le regard extérieur sur les aveugles nous laisse présager de la place du poète dans la société. Et enfin, dans les 2 tercets, comment Baudelaire, en s'adressant à la cité, cette cité terrible, montre qu'il a du mal à s'y insérer. Et on commence l'analyse. Analyse du premier quatrain d'abord, donc je vais faire l'analyse des 4 strophes. Et on commence avec ce premier quatrain et le premier verbe « contemple » avec ici l'impératif. Ici, Baudelaire nous invite à admirer quelque chose. On s'attend donc à une œuvre d'art parce que le verbe « contempler » nous indique quand même davantage quelque chose de beau. On est tout de suite déçu avec l'antithèse « affreux » qui apparaît juste après. On ne nous invite pas à contempler quelque chose de beau, mais quelque chose d'horrible. Ce quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est. Pour l'instant, c'est les et il. Le terme d'aveugle n'apparaît pas. D'ailleurs, il n'apparaîtra qu'une seule fois dans le poème, et ce sera le dernier mot du poème. Jusque-là, on ne sait pas de quoi on parle. Nous avons juste ces 2 pronoms. Ici, le poète s'adresse à son âme, ce qui signifie qu'il ne va pas faire une description scientifique des aveugles, mais bien une description émotionnelle, une description liée à son ressenti. Et on enchaîne avec 2 comparaisons, pareil aux mannequins et comme les somnambules. Donc ces 2 comparaisons péjoratives déshumanisent les aveugles. On les compare ici à des automates, notamment en évoquant leur démarche, une démarche qui peut sembler non humaine, assez robotique.
On a ensuite les adjectifs péjoratifs affreux, ridicules, singuliers et terribles. Donc ces 4 adjectifs qui vont rendre les aveugles étranges, et avec notamment l'adjectif singulier, qui montre bien le regard cruel et sans compassion du poète, ici. On a ensuite la périphrase globe ténébreux. Alors on a une périphrase avec ce qu'on appelle un hypallage, c'est-à-dire qu'ici les globes sont qualifiés de ténébreux, c'est-à-dire que les yeux sont qualifiés de ténébreux, or ce n'est pas les yeux qui sont ténébreux mais bien ce qu'ils voient. Donc ici c'est l'association de l'adjectif sur le nom globe, alors qu'il devrait être associé à ce que voient les aveugles. On nous dit ici donc que les aveugles sont complètement enfermés dans ce noir infini d'ailleurs dont on va reparler plus tard dans le poème. Avec encore une fois l'antithèse, darder, qui signifie regarder un peu partout, et globe ténébreux, on voit bien ici l'antithèse des impossibles, il n'est pour eux pas possible de voir, où ils voient sans voir, et d'ailleurs on a l'expression on ne sait où, qui montre bien cette errance du regard, et cette incapacité à se poser. Et encore une fois, ça renvoie aussi à la démarche d'errance et de automatique des aveugles. Voilà pour ce premier quatrain. Deuxième quatrain, là on se rapproche, on va focaliser la description. On était sur une description générale dans le premier quatrain, là on va se rapprocher. Et dans ce deuxième quatrain, on va donc parler des yeux. Ses yeux avec divine et épartine, donc la divine étincelle, l'adjectif mélioratif ici divine ne qualifie donc pas les aveugles car elle n'est pas présente chez les aveugles. Ici l'étincelle n'est pas, ils n'ont pas reçu ce don de Dieu, ce don du ciel. Et on a donc la comparaison qui enchaîne avec comme s'il regardait au loin, et on voit bien qu'il voit sans voir, ce regard qui se pose sans but. D'ailleurs, il regarde au ciel, donc on a réussi, le terme au ciel est placé en rejet. Alors, 2 explications. Premièrement, une explication physique, la tête qui se place au ciel. Donc ici, le rejet va mimer cette tête rejetée vers le ciel, plus le rejet qui permet de mettre en valeur ce terme, ce rapport à Dieu. L'attitude ici de prière des aveugles, ils continuent à prier. Alors, est-ce pour voir ? Voilà, c'est une question que pose ici Baudelaire. On a ensuite la négation totale. Donc, on ne les voit jamais. Négation syntaxique totale ici qui se place sur le verbe voir. Négation du verbe voir, c'est assez ironique pour les aveugles forcément. Et ça montre aussi que non seulement eux ne voient pas, mais en plus nous ne les voyons pas, nous aussi. Le on ici, c'est bien le lecteur. On ne les voit jamais, nous ne les voyons pas, et nous ne les voyons pas dans certaines positions, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas pencher rêveusement la tête, leur tête qui est dite appesantie. Cette tête ici qui n'est pas pleine, donc est-ce à dire qu'elle est vide, ou est-ce qu'ils n'ont pas de soucis ? Là encore, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Cette attitude, normalement, de celui qui a la tête vers le bas, qui penche la tête vers le pavé, c'est c'est l'attitude du penseur, ou l'attitude de l'homme qui a des soucis. Ici, on ne sait pas, donc est-ce que l'aveugle ou n'a pas de soucis, ce qui serait positif, ou alors n'a pas de pensée, ce qui serait négatif. Cela est renforcé par l'adjectif rêveusement. Ils ne rêvent pas, on ne les voit pas en tout cas pencher la tête rêveusement, donc ils ne semblent pas rêver. Ils n'ont pas l'attitude des hommes voyants. Enfin, tout cela est supporté, soutenu, accentué par l'allitération en V et en P que l'on retrouve dans « on ne les voit jamais vers le pavé pencher rêveusement, leur tête appesantie ». Le V qui marque l'envol, l'attitude qui va vers le ciel, alors que le P, lui, va marquer plutôt l'attitude qui va vers le sol, le martèlement des pas sur le sol. Voilà pour ce deuxième quatrain. Premier tercet, on commence avec le noir illimité, cette périphrase de la mort. Les aveugles sont déjà dans cette attitude de mort, dans cet état de mort, car ils ne semblent pas vus par la société, donc ils traversent ainsi le noir illimité. On a ensuite la périphrase « ce frère du silence éternel ». Donc la mort ici est déclinée dans un deuxième aspect,
l'aspect du silence. C'est ce silence qui, associé au noir, donc fait une synesthésie, hein, on associe la vue et le son, et donc les aveugles qui semblent être dans cet état de mort, ou en tout cas proche de la mort. On a ensuite l'apostrophe liée à la cité. Le poète interpelle la cité, ô cité. Ici, il interpelle bien sûr ses habitants, les voyants, hein, forcément, ceux qui vivent dans la cité, à l'inverse des aveugles qui, eux, ne semblent pas y être intégrés. D'ailleurs, c'est soutenu par la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles et prises du plaisir, hein, ça se poursuit sur le tercet suivant. Cette simultanéité qui montre bien que les deux groupes évoluent dans le même temps, mais pas ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le tournant du poème dans ce premier tercet, avec l'apparition de la première personne du singulier « nous », ce pronom personnel ici, qui montre que le poète s'inclut dans ce groupe que sont les aveugles. Il se compare à eux et il pense comme eux. On a ensuite chante, rit et beugle, une gradation, hein, la recherche du plaisir par les autres hommes. Donc un plaisir gras, un plaisir vulgaire, hein, chanter, rire, ça va, et puis on en arrive à beugler. Beugler ici, qui montre bien l'animalisation des hommes. Ces hommes qui sont comparés ici donc à des animaux. Qui sont comparés à des êtres sans finesse et inconscients. Enfin, un dernier tercet qui s'attaque avec éprise du plaisir. Donc on poursuit dans ce qui était dit dans le premier tercet. Hein. Ici on voit bien donc, que la cité est tournée tout entière vers le plaisir. Un plaisir sans finesse. Un plaisir qui d'ailleurs va jusqu'à l'atrocité. Donc ici avec l'hyperbole jusqu'à l'atrocité. Et on voit ici toute l'horreur de ces hommes sans pitié et cruels. Le verbe voir, ici à l'impératif, nous invite la cité à méditer, elle aussi, sur les aveugles et sur la place des aveugles. Avec le pronom personnel « je », le poète s'inclut complètement dans ce groupe que sont les aveugles. Et il se compare à eux avec l'adverbe « aussi » et l'exclamation, hein, qui accentue cette comparaison poète-aveugle. Mais le poète, avec la conjonction de coordination « mais », le poète montre bien l'opposition avec le superlatif « plus que ». Le poète est dans une situation bien pire que les aveugles, car à la différence des aveugles, lui est voyant et lui se rend compte de sa place dans ce monde. Lui est conscient de cette place et surtout Baudelaire est conscient qu'il ne croit plus et que donc la prière est vaine. Ensuite, le poète utilise le discours direct, hein, avec « je dis ». Donc il va porter ici un jugement sur lui-même et sur les aveugles. Et que dit-il? Il dit « que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles ?» Donc avec la personnification au ciel, hein, vers Dieu, avec cette poursuite de la croyance, les aveugles qui eux sont toujours croyants, et le remède alors serait la foi. Et enfin, le mot est lâché, les aveugles, on avait commencé avec un il et avec un les au tout début du premier quatrain, et on arrive enfin ici avec ce mot les aveugles, qui d'ailleurs rime avec beugle, hein. On avait la rime qu'on aurait pu commenter également. Voilà donc pour l'analyse linéaire de ce poème. En conclusion, on peut donc dire que Baudelaire se compare aux aveugles et montre ici son incapacité à se mêler aux hommes de la cité, des hommes vulgaires, des hommes grossiers, dans lequel une société dans laquelle Baudelaire ne se reconnaît pas, lui qui est beaucoup plus sensible. On retrouve ici le thème du poète maudit, le thème du poète en mal de vivre, le fameux mal du siècle, hein, du 19e, dont parle également Musset par exemple, ce poète en proie au spleen et à la mélancolie. Le lien que l'on peut faire avec le parcours La Boue et l'Or, donc encore une fois, ce poème fait preuve du génie littéraire de Baudelaire en faisant passer les aveugles, un thème donc bas, un thème qui n'est pas poétique a priori, en un sujet poétique.
il transforme ici ce sujet pour rendre les aveugles beaux, à la différence des voyants qui, eux, sont grossiers et sans finesse. Les ouvertures possibles, eh bien, vous pourriez ouvrir sur un des poèmes de votre choix, des Fleurs du Mal, d'ailleurs des Fleurs du Mal ou non, qui évoquerait le même thème, prendre un sujet bas, un sujet grossier, et le transformer en un sujet poétique. On peut trouver ça dans le Parti pris des choses de Francis Ponge, par exemple, ou un des tableaux que je vous propose ici dans le thème sont les aveugles, donc pareil, transformation de ce sujet qui n'est pas poétique ou qui n'est pas en tout cas pictural en un sujet pictural. Donc premièrement avec le tableau de Jean Bruegel ici, ou bien Nicolas Poussin, ou enfin mon préféré parce qu'en plus il est postérieur à Baudelaire, donc vraiment une ouverture qui me paraît intéressante, le tableau de Nicolas Martin ici avec les aveugles, et on retrouve bien en plus tous les thèmes, hein, le personnage tourné vers le ciel, la démarche automatique, l'errance, ces personnages un peu disproportionnés. Voilà, donc c'en est terminé pour cette explication linéaire, cette nouvelle explication linéaire. Je vous souhaite de bonnes révisions et bon courage pour la fin de l'année.